Salut à tous, c'est le grand retour du tutorat médecine, mais cette fois sous un format quelque peu différent. Je serai accompagné aujourd'hui d'une team de chroniqueurs assez spéciaux dans leur genre, mais je pense qu'ils peuvent nous aider à visualiser la médecine sous un angle assez décalé. Commençons, si vous le voulez bien, par accueillir une version actuelle et thématique du Petit Prince de Saint-Exupéry, Princeton. Salut à toi, Nas. Salut Princeton, alors j'imagine qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, c'est ça ? Oui, effectivement. Il semble que certains de nos téléspectateurs s'interrogent sur la chimie organique, plus particulièrement ses notions fondamentales. Penses-tu que nous pourrions les y aider ? Le truc avec la chimie organique, c'est que ça nous plonge dans un monde infiniment petit, dans lequel on doit réussir à voir et imaginer comment les atomes et les molécules se comportent entre elles. Alors, ce que l'on peut essayer de faire, c'est visualiser un maximum. À propos de l'imagination, je me surprends à penser à ce qu'avait dit un jour le philosophe émérite Jean-Jacques Rousseau. Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. Tu n'as peut-être pas la faculté physique d'entrevoir le monde des atomes, et pourtant, ton esprit le peut. Sympa comme anecdote, j'aime beaucoup. Et bien sûr, ces belles paroles, passons au titre. Alors, commençons par le commencement. Un jour, des scientifiques se sont aperçus que les éléments chimiques du vivant étaient essentiellement constitués de carbone et de ses composés. De telles entités ont été nommées molécules organiques. De là, certains scientifiques ont trouvé ça sympa de se lancer dans l'étude de la chimie organique. À vrai dire, c'était sympa, faut l'avouer. Ton pull en coton, tes médicaments, ton essence, ton shampoing, ton plat de bolognaise. Sans la chimie organique, rien de tout cela n'aurait été possible. Ok, non, je me dois d'intervenir là. Non mais Eduardo, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en plein tuto là. Écoute, Nas, la science c'est bien, mais avec de l'éthique. C'est ton devoir d'avertir le public sur les dérives de la chimie. Bon, ça va. Tu peux y aller, tu me prends par les sentiments. Petit filou, va. Merci beaucoup, mon petit loukoum. Alors, très chers auditeurs, les hommes doivent désormais faire face à de nombreuses conséquences néfastes découlant du mauvais maniement de la science de la chimie ces 50 dernières années. L'ère de l'industrialisation et des bénéfices immoraux tend aujourd'hui à annihiler les bienfaits que la science pourrait nous apporter. Le problème reste l'homme et non la science en elle-même. Alors, sans inquiétude, retournons à nos questionnements louables puisque vous êtes l'espoir d'un avenir meilleur, très chers auditeurs. Oh là là, comment c'était relou. Non mais tu te fous de moi ? Mais non, je rigole mon petit filou. Commençons, si vous le voulez bien, par les notions fondamentales de la chimie organique. La structure, la résonance et la forme des liaisons. Quelques notions d'atomistique afin de définir les orbitales atomiques et la géométrie des édifices pluriatomiques. Bon, quand même, ça fait beaucoup de gros mots là, mais j'imagine qu'il a bien fallu commencer quelque part, mais par où alors ? Eh bien, c'est élémentaire, mon cher Princeton. La chimie, c'est un peu l'histoire d'un gamin qui trouve la première pièce d'un puzzle, observe la forme et la structure de cette pièce, puis tente de l'emboîter avec la bonne pièce, la bonne réaction. Alors, l'objectif premier va être d'établir la bonne relation entre la structure des molécules et la réaction qui en découle. Simple, basique. On s'est aperçu que selon la molécule organique à laquelle nous avions affaire, certaines portaient en elles un ensemble d'atomes qui, mis en commun dans la molécule, constituaient des groupes fonctionnels particulièrement actifs lors de réactions chimiques. C'est en toute logique qu'une classification des molécules organiques selon leur groupe fonctionnel s'est imposée au monde. Cette classification regroupe les alcanes cycliques, les halogénoalcanes, les alcynes, les aldéhydes, les cétones ou encore les amines. Nous en viendrons ensuite à étudier les glucides et les acides aminés qui sont des composés qui regorgent de groupements fonctionnels divers. Mais dis-moi Nas, pourquoi la chimie organique porte ce terme d'organique ? Que peut-elle bien avoir d'organique ? Tout simplement car à l'époque, nous pensions que les molécules organiques ne pouvaient être générées que par des organismes vivants, d'où le terme organique. Mais un certain Friedrich Höller démontra le contraire en 1828. Il transforma un sel inorganique en urée. Ce fut la révélation dans le secteur de l'industrie chimique. On pouvait désormais synthétiser des molécules organiques telles que la pénicilline à partir de substrats plus simples et inorganiques.
On comprend donc aisément l'importance du secteur de la synthèse chimique. Les connaissances que requiert ce secteur doivent être axées sur les paramètres naturels qui régissent les réactions chimiques. Ces paramètres peuvent être la température, le solvant ou encore la pression. Mais pour synthétiser ces substances, il a bien dû leur falloir les équations chimiques correspondantes. Mais alors une question primordiale se pose. Comment écrit-on une réaction chimique ? Et pour cela, je vais laisser mon ami Albert vous répondre. Messieurs, dames, eh bien il suffit d'écrire d'un côté comme de l'autre de la réaction les lettres caractérisant les substrats et les produits. Au centre de cette formule, la direction de la réaction. Il faut savoir qu'une réaction chimique peut donner lieu à des états intermédiaires durant lesquels des substances X se forment, puis se déforment, pour in fine laisser place au produit final. Bon, si je comprends bien, dans les réactions que tu nous décris, Albert, des atomes se détachent puis vont se lier ailleurs. Mais alors comment se forment ces liaisons ? Pour comprendre comment notre atome se lie à d'autres, commençons alors par analyser sa structure. L'atome est constitué d'un ensemble de particules de nature différente. En son centre, son noyau est constitué de neutrons et de protons. La charge positive des protons est équilibrée par le nuage d'électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome et qui sont en même nombre que les protons. Ce caractère attracteur des charges opposées s'explique par une des lois fondamentales de la physique. Les charges opposées s'attirent tandis que les charges du même signe se repoussent. Cette loi fondamentale s'applique au sein même de l'atome mais aussi entre deux atomes. Si au sein de l'atome, les électrons équilibrent les protons pour donner une charge nulle, il en va de même lorsqu'un atome s'approche. En effet, les électrons de notre atome A vont être attirés par les protons du noyau de notre atome B, et inversement. Il en résulte un état stable entre les deux atomes, désormais liés par les liens sacrés du mariage atomique. Mais dis-moi, tout mariage est généré par une force d'attraction que l'on appelle l'amour. Alors dans le mariage atomique, c'est différent ? À vrai dire, pas vraiment, je dirais même que c'est plutôt ressemblant. Lorsqu'il ou elle se trouve à 2 cm de l'être aimé, la force d'attraction est plus forte que s'ils étaient à 10 ou 100 mètres l'un de l'autre. Enfin, en général. De là, on peut poser le postulat que leur force d'attraction est inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Eh bien, voyez comme la loi de Coulomb se rapproche de cette métaphore. D'après l'inspecteur général de l'Université de Paris, le lieutenant-colonel Charles-Augustin de Coulomb, l'intensité de la force électrostatique entre deux charges électriques est proportionnelle au produit des deux charges et est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux charges. La force est portée par la droite passant par ces deux charges. C'est à cette force attractive qu'est due cette libération d'énergie que l'on observe lors de la formation d'une liaison. D'où ce qualificatif d'énergie de liaison. Il est donc possible, grâce à la force d'attraction, que deux atomes s'assemblent pour former une molécule, et dans ce cas de figure, leur liaison est dite covalente, car elle est d'une stabilité énergétique élevée. Intéressant, ça commence à s'éclaircir. Alors Nas, là on vient de parler des liaisons covalentes, mais alors qu'en est-il du terme de liaison ionique ? Dans le cas de la liaison ionique, imaginons deux atomes, A et B. Notre atome A va subir dans certaines conditions ce que l'on appelle un transfert d'électrons, et cet électron va rejoindre l'atome B. Ce qui fait désormais de notre atome A un cation, puisque la perte de son électron n'équilibre plus l'un de ses protons. Sa charge nette n'est plus nulle, mais positive. Et notre atome B, quant à lui, vient d'accueillir un électron dans ses rangs. Sa surcharge négative lui vaut désormais le qualificatif d'anion. S'ensuit alors une liaison ionique anion-cation, qui se fait cette fois selon la loi fondamentale d'attraction des charges opposées. En conclusion, la différence primordiale entre la liaison covalente et la liaison ionique est la mise en commun dans le cas de la liaison covalente de tous les électrons des deux atomes, tandis que dans une liaison ionique, les électrons des atomes ne sont pas mis en commun. La liaison résulte de l'attraction électrostatique entre un anion et un cation. Mais alors pourquoi dans un cas les électrons sont mis en commun, tandis que dans l'autre non ?
Bah tiens, écoutons ce que Britney a à nous dire sur le sujet. Salut la MIF! Alors pour comprendre la nature de ces liaisons, il va nous falloir considérer la structure de l'atome ainsi que son modèle de remplissage des orbitales atomiques. Le chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev va nous y aider. Il a en effet créé ce que l'on appelle communément le tableau périodique des éléments. Non pas dans sa forme actuelle, mais tout de même basé sur le même principe de périodicité des éléments qui composent notre tableau. Ok, et en français, ça donne quoi? Eh bien, en français, ça donne que dans ce tableau, il y a une organisation logique, mathématique dans l'ordre de rangement dans lequel les atomes se succèdent. Et le plus fou, c'est que nous ne faisons qu'observer cet arrangement ordonné, car c'est un fait naturel. Un tableau bio, quoi. Donc si je comprends bien, un monsieur s'est amusé à classer et ranger les atomes selon différentes propriétés naturelles des éléments, n'est-ce pas? Exactement, Princeton. Il a pour cela utilisé un certain nombre de lois fondamentales concernant les atomes. Mais posons les bases si tu le veux bien, mon cher Princeton. Est-ce que tu connais la métaphore de l'oignon tirée du film de Shrek? And I'm in love, and I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Ok, alors là, on l'a complètement perdu, mais voici l'extrait. Exemple? Exemple. Bon, attends. Les ogres sont comme les oignons. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on enfourne la pisse à la dière? Non. Ils ont des couches. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. À l'image de cette métaphore, notre atome est un oignon. Selon le type d'atome auquel on a affaire, le nombre de couches et d'électrons sur sa couche externe diffère. A noter que ce que l'on appelle couche externe correspond à la dernière couche de valence de notre atome. Je ne vais pas entrer dans le détail du détail tout de suite concernant les orbitales atomiques, mais je vais d'abord vous donner une vue d'ensemble, histoire de schématiser la structure de notre atome. Donc, si comme l'oignon, l'atome est constitué de plusieurs couches, il faut savoir que ces couches portent des noms. Dans l'ordre, on a les couches K, L, M, N, O, P, Q. J'imagine que ce sera pas trop dur à retenir. Il en existe plus, mais pour l'instant, on va s'arrêter déjà à celle-ci. Ces couches sont caractérisées par leur nombre quantique, respectivement n égale 1 pour K, puis 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 pour les couches K, L, M, N, O, P, Q. Chacune de ces couches ne pourra accueillir qu'un nombre limité d'électrons. Mais alors, combien d'électrons par couche? La réponse est simple. Chaque couche peut accueillir 2 n exposant 2 électrons. En somme, la couche K accueillera maximum 2 électrons, la couche L jusqu'à 8 électrons, quant à la couche M jusqu'à 18 électrons, et ainsi de suite pour les autres. Alors voilà pour la première partie de ce cours d'introduction à la chimie organique. J'ai tenu à ce que les choses ne soient pas excessivement détaillées afin que vous puissiez d'abord vous familiariser en douceur au monde de la chimie organique. Alors les amis, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.